par visioconférence à un dialogue intitulé « Nourrir l'Afrique, promouvoir les innovations réussies ». Précision dans un instant. En cette période de Ramadan, le moringa est très prisé par la population. Sa consommation est très bénéfique pour l'organisme. Vous suivrez dans ce journal les vertus de cette plante nutritive. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec l'agenda officiel. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 29 avril 2021, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Les conclusions avec Mahmoudou Idrissa Maïga et Issaka Issa. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2011-687, /PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attribution, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l'Agence de régulation des marchés publics. Le présent projet de décret a pour objet d'harmoniser les modalités de détermination de la rémunération des membres des différents organes de l'Agence de régulation des marchés publics avec celles des autres autorités administratives indépendantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé d'un prêt d'un montant de 3 200 000 € et d'un don d'un montant d'1 185 000 € signé le 13 février 2021 à N'Djamena, République du Tchad, entre le gouvernement de la République du Niger et le Fonds international de développement agricole, FIDA, pour le financement du programme régional conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques au Niger. L'accord objet du présent projet de loi a pour objectif global de renforcer de manière durable la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du Sahel afin d'atténuer les effets de la crise sanitaire de la Covid-19, des conflits et des changements climatiques. Il vise également l'amélioration des opportunités économiques des producteurs ruraux avec une attention particulière pour les groupes les plus vulnérables, femmes et jeunes, sans terre et éleveurs transhumants. En adoptant des pratiques de production durable et des approches de cohésion sociale. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. La pandémie de la Covid-19 a conduit le gouvernement à recourir aux mesures prévues par l'article 68 de la Constitution et la loi numéro 98-024 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence qui l'autorise à proclamer l'état d'urgence en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. C'est ainsi que le gouvernement a proclamé l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger pour faire face à cette menace pour la santé de la population et les conséquences socio-économiques qui en découlent. À raison de la persistance et du caractère éminemment pathogène et contagieux de la Covid-19, le gouvernement a décidé de la prorogation de l'état d'urgence pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 8 mai 2021. Projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements des régions de Tawa, département de Tassara et de Tilia, et de Tilaberi, département de Walam, d'Ayerou, de Bankilare, d'Abala, de Banibangou, de Saï, de Torodi, de Tera, de Tilaberi et de Goté. Depuis l'avènement de la secte Boko Haram, la région de Difa est exposée à une menace terroriste qui revêt désormais un caractère durable. Le phénomène d'insécurité s'est également exacerbé dans la région de Tawa, département de Tassara et de Tilia, et dans les régions de Tilaberi, département de Walam, d'Ayerou, de Bankilare, d'Abala, de Banibangou, de Saï, de Torodi, de Tera, de Goté et de Tilaberi.
Face à cette situation, le gouvernement a fait recours aux mesures prévues en période de crise par la Constitution et la loi numéro 98-24 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence en proclamant l'état d'urgence. La situation sécuritaire dans les localités concernées demeurant toujours fragile, le présent projet de loi est pris pour proroger cette mesure pour une période de 3 mois à compter du 8 mai 2021. Projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Filingué, région de Tillabéri. L'état d'urgence a été proclamé dans le département de Filingué par décret numéro 2020-119 du 24 janvier 2020 pour protéger la population et garantir l'intégrité du territoire nigérien face à la menace terroriste. Devant la persistance de ce phénomène, le présent projet de loi est pris pour proroger cette mesure pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 5 mai 2021. Projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Baleyara et de Kolo, région de Tillabéri. Les départements de Baleyara et de Kolo font l'objet d'attaques organisées par des groupes terroristes mettant en péril l'ordre public et la sécurité des populations. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a décidé de recourir aux mesures exceptionnelles autorisées par la loi en proclamant dans ces départements par décret numéro 2020-634 du 14 août 2020 l'état d'urgence, lequel a été prorogé depuis lors tous les 3 mois. La situation sécuritaire dans les 2 départements demeurant fragile, le présent projet de loi est pris pour proroger à nouveau l'état d'urgence pour une période de 3 mois à compter du 24 mai 2021. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant adoption de la politique pharmaceutique nationale. La politique objet du présent projet de décret s'inscrit dans le cadre global du développement national des engagements sous-régionaux, régionaux et internationaux en matière de développement sanitaire et plus particulièrement pharmaceutique, avec pour principes cardinaux la bonne gouvernance, notamment la redevabilité et la transparence à tous les niveaux du système pharmaceutique et la satisfaction des patients. Elle prend en compte, entre autres, le renforcement des systèmes pharmaceutiques, y compris de l'autorité de régulation pharmaceutique, la création de plateformes nationales pour un agenda de recherche sur la pharmacopée traditionnelle, la mise en place d'une production locale de médicaments capable de prendre en charge les besoins du système national de santé, voire ceux des pays de la sous-région. La mise en place d'un système national susceptible de contrôler la circulation des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation et publication du journal officiel de la Convention minière entre la République du Niger et la Société des mines du Niger, SMN, SARLU, pour le permis de recherche Sissilac 2016 pour or et métaux connexes dans le département de Bilma, région d'Agadez. La Société des mines du Niger, SMN, est une société à responsabilité limitée, unipersonnelle SARLU, au capital social de 20 millions de francs CFA, domicilié à Niamey. Elle s'engage à investir dans les 3 ans suivant la signature de la convention minière un montant minimum égal à 2 millions de dollars US pour la réalisation des travaux de recherche. En cas d'obtention du permis d'ici l'AC 16, outre les recettes fiscales, les retombées immédiates attendues sont les suivantes. La création d'emplois directs et indirects, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités, la contribution à la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie. Au titre du ministère de la Communication, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant modalités de transfert et de cession du patrimoine mobilier et immobilier, ainsi que du personnel affecté aux activités de diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, à l'Agence nigérienne de diffusion, AND. Le présent projet de décret est pris en application de l'article 10 du décret numéro
459/PRN/MC du 06 juillet 2018 portant création de l'Agence nigérienne de diffusion qui prévoit que les modalités de transfert et de cession du patrimoine mobilier et immobilier, ainsi que du personnel affecté aux activités de transport et de diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger ORTN à l'Agence nigérienne de diffusion AND sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du cabinet du Premier ministre, il est mis fin aux fonctions du directeur de cabinet des ministres. Au titre du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Abou Tagué Mohamedou est nommé chef d'état-major de l'armée de terre en remplacement du général de brigade Seydou Badji. Le général de brigade Mohamed Toumba est nommé chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Le colonel Salifou Meinassara est nommé chef d'état-major de l'armée de l'air en remplacement du colonel Amirou Abdul Kadri. Monsieur Issa Abdul Aziz, matricule numéro 64546-B, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère de la Communication, Monsieur Malam Lagari Meirou, membre du Conseil économique et social et culturel CESOC, désigné par le président de la République, est nommé président du Conseil économique, social et culturel CESOC en remplacement de M. Saleh Seydou. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications. 2 communications du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. La première communication est relative à la situation de la COVID-19. À la date du 28 avril 2021, la situation se présente comme suit. Le taux d'incidence hebdomadaire est toujours à la baisse avec le R0 de 0,237 au 25 avril 2021. Stratégie de la riposte au 27 avril 2021. Total cas confinés 25 217. Total cas sortis du confinement 25 129. Total cas en cours d'autoconfinement 88. Stratégie de prise en charge. Au total, 98 294 textes ont été réalisés au 28 avril 2021, à l'issue desquels 5 224 cas sont confinés, 4 847 sont sortis guéris, soit un taux de guérison de 92,7%. 191 décès sont enregistrés, soit un taux de létalité de 3,60%. 186 patients actifs, parmi lesquels 52 en cours d'hospitalisation, dont aucun en réanimation. On note cette semaine une recrudescence des cas au niveau de la région d'Agadez qui sont notifiés parmi les migrants. Des dispositions ont été prises à cet effet, à savoir le ravitaillement de la région en texte de dépistage rapide antigénique et en cartouches gènes experts et des médicaments pour la prise en charge des cas positifs. Ainsi, il est envisagé un screening au niveau de tous les foyers des migrants. La situation dans l'espace CEDEAO à la date du 28 avril 2021 est la suivante. Cumul des cas positifs 450 744, cumul décès 5 965, soit 1,3%. Total cas guéris 422 474, soit 93,7%. Total patients actifs 22 305, soit 4,9%. La tendance générale est à la baisse en termes de notification journalière de nouveaux cas positifs de la COVID-19. Le défi majeur demeure la gestion des vagues de migrants au niveau de la région d'Agadez où tout le dispositif est renforcé. La deuxième communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales est relative à l'attribution d'un marché public pour la fourniture des consommables. 23 016 kits et 600 cathéters de dialyse à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo au profit des services de la néphrologie. Ce marché d'un montant de 893 959 876,80 centimes de francs CFA a pour attributaire
la société Nipro Europe NV établie en Belgique avec un délai de livraison de 5 mois. Une communication du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information relative à l'attribution d'un marché public pour le contrôle et la surveillance des travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique et le suivi du plan de gestion environnementale et sociale dans le cadre de la composante du Niger du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique. Ce marché d'un montant de 655 060 000 francs CFA, hors taxes et hors douane, a pour attributaire le groupement DESB IGTX du Burkina Faso avec un délai d'exécution de 17 mois. Ces deux communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêt numéro 067/PM/ARMP du 1er août 2009 fixant le seuil dans le cadre de la passation des marchés publics, qui dispose en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Toujours à l'agenda présidentiel, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a assisté ce matin par visioconférence au dialogue de haut niveau intitulé « Nourrir l'Afrique, promouvoir les innovations réussies ». Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a décliné la politique agricole du Niger depuis 2011, les moyens et la technologie consacrés à l'agriculture jusqu'à ce jour et puis sa nouvelle mission de développement agricole durable pour le Niger. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de cette séance de dialogue de haut niveau organisée conjointement par la BAD et le FIDA sur le thème « Nourrir l'Afrique, un leadership pour intensifier les innovations réussies ». Depuis 2011, le Niger, sous le leadership du président Issoufou Mahamadou, a mis la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable au cœur des priorités de son action, avec pour objectif de lutter durablement contre la faim et la malnutrition et de remettre le secteur agricole au cœur du développement économique du pays. À cette fin, la stratégie de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a été élaborée et elle constitue depuis lors la politique publique et le cadre de référence pour les investissements dans ce secteur. Elle a pris en compte les enseignements régionaux, CEDEAO, UMOA, SILS et continental africain en matière de politique agricole, notamment le CADEP et les engagements de Maputo ainsi que ceux de Malabo. Cette politique reprend l'objectif du développement durable, OD2 fin 0, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Grâce à la mise en œuvre de la stratégie de l'initiative 3N ces 10 dernières années, le Niger n'a pas connu de crise alimentaire et nutritionnelle majeure et le pays connaît des progrès certains dans de nombreux domaines. Globalement, ce sont plus de 2500 milliards qui ont été investis en 10 ans dans l'initiative 3N avec pour domaine d'intervention prioritaire la mobilisation de l'eau pour rendre l'agriculture nigérienne moins dépendante des aléas climatiques, la restauration des terres et la gestion durable de l'environnement pour contrer les effets du changement climatique, les plateformes de services intégrés de proximité pour les producteurs, la réduction des vulnérabilités structurelles et conjoncturelles des populations, la promotion des techniques et technologies adaptées au changement climatique et l'exploitation des opportunités de développement des TIC pour transformer l'agriculture. Mesdames et messieurs, les nombreuses initiatives suscitées par la mise en œuvre de l'initiative 3N contribuent concrètement à la modernisation du secteur en testant des approches et des services innovants. Je peux à cet égard citer par exemple le recours au numérique dans le domaine agricole.
Dans ce cadre, diverses expériences probantes ont été mises en place, telles que le e-conseil agricole. La digitalisation permet de toucher rapidement de nombreux acteurs afin de diffuser des informations ciblées en prenant acte du fait que de nombreux producteurs ont accès à un smartphone ou aux réseaux sociaux. Sur le terrain, à travers la généralisation des plateformes de services intégrés aux petits producteurs, nous visons à mettre à la disposition des producteurs et promoteurs ruraux des infrastructures et des dispositifs permettant d'accéder à l'énergie, aux ateliers de réparation, aux institutions de microfinance, à l'information et à différents types de services de façon à constituer progressivement de véritables pôles d'activité en zone rurale. Ce sont là certains exemples prometteurs qui démontrent que nous devons maintenir l'ambition de moderniser nos pratiques et de transformer non seulement l'agriculture, mais au-delà, les systèmes alimentaires pour nous adapter aux enjeux d'avenir. Ainsi, notre intention est de continuer sur cette lancée, de mettre à l'échelle les innovations qui ont fait leurs preuves et d'accélérer la mise en relation des acteurs pouvant contribuer à générer davantage d'innovation. Plus largement, nous nous sommes engagés à maintenir un leadership fort et des efforts conséquents avec le soutien de nos partenaires dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable. Nous prévoyons de porter à 15% du budget national le financement de ce secteur, soit au-delà de l'engagement de Maputo. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nier qu'il reste pour autant du chemin à parcourir et que de nouveaux défis s'élèvent sur notre route. Pour les 5 prochaines années de mon mandat, dans le cadre de mon programme que je mets en œuvre, nous devons travailler pour des chaînes de valeur plus compétitives qui sauront saisir les opportunités que nous offre la ZLECAf en développant l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Nous devons promouvoir l'émergence d'un secteur privé qui soit pourvoyeur d'emplois pour les jeunes et créateur de richesses et contribuant à l'autonomisation des femmes en milieu rural, non seulement dans le domaine de la production, mais également de la transformation et de la promotion de produits locaux. Nous devons redoubler d'efforts pour que la prévalence des différentes formes de malnutrition soit significativement réduite, en particulier en agissant de manière plus volontariste sur la réduction de la croissance démographique et de l'éducation des jeunes filles, domaine dans lequel je me suis particulièrement engagé s'agissant du secteur de l'éducation. Enfin, nous devons également prendre en compte les nouveaux facteurs de vulnérabilité qui nous assaillent et le défi que représente l'instabilité de certaines zones de notre pays du fait de l'insécurité qui prévaut dans les zones frontalières. Nous devons maintenir à tout prix les investissements structurants, la présence de l'État et les activités productives et économiques sur l'ensemble du territoire national afin qu'aucun Nigérien ne se sente marginalisé ou exclu. La cause de la lutte contre la faim et la malnutrition nécessite la concrétisation des engagements globaux dont l'accord de Paris sur le climat pour la mobilisation de 100 milliards de dollars par an. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut des organisations internationales, continentales et régionales, des agences de financement, des pays riches et des pays en développement autour de l'objectif ODD2 fin zéro, qui est à notre portée si nous conjuguons nos efforts et renforçons notre solidarité. Les besoins du Niger pour entreprendre des productions agricoles de substitution aux importations de 800 000 tonnes de céréales s'élèvent à 302 millions d'unités de compte. Permettez-moi de terminer en vous remerciant une nouvelle fois de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ces sujets cruciaux pour le développement économique et social de mon pays. En poursuivant nos efforts conjoints, nous bâtirons, j'en suis sûr, des systèmes alimentaires durables et résilients pour éliminer la faim et la malnutrition. Je vous remercie de votre attention.
Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a aussi accordé cet après-midi au palais de la présidence 2 audiences. Il s'agit de l'ambassadeur de Luxembourg près de la République du Niger et la représentante de l'UNHCR au Niger. Retrouvons Mahmoud Idrissa Maïga et Issaka Issa. La première audience, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, l'a accordée à l'ambassadeur du Royaume de Luxembourg, près la République du Niger, résidente au Sénégal. La chef de la mission luxembourgeoise est en effet en fin de mandat. Elle est allée non seulement remercier le chef de l'État pour l'excellente collaboration entre le Niger et son pays, mais aussi par la même occasion le féliciter pour son élection à la présidence de la République. J'étais avec le président donc pour repasser un peu en revue ce qui s'est passé, surtout pour le féliciter et pour regarder de l'avant. Comme vous savez, le Niger et le Luxembourg sont des amis de très longue date. On est très engagés au Niger depuis plus de 30 ans et avec le président en particulier, de par ses fonctions antérieures, on a une relation très profonde d'amitié et de confiance. La seconde audience a été accordée à la représentante sortante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alessandra Morelli, également en fin de mission dans notre pays, est allée remercier le président de la République qui, depuis 2017, en son temps ministre de l'Intérieur, n'a ménagé aucun effort pour gérer la question des réfugiés dans sa globalité. C'était une occasion pour le remercier et remercier tout le peuple nigérien, remercier à travers sa personne les gouverneurs avec qui on a travaillé dans toutes les régions de Agadez, Tillabéri, Difa, Maradi, Tawa, Niamey même. C'était une occasion aussi pour faire le point puisqu'on a travaillé quand même très proche quand son Excellence était ministre de l'Intérieur. C'est le ministère qui s'occupait aussi des réfugiés, donc on se connaît depuis le temps. Et une occasion pour dire merci et lui partager ce que j'ai appris ici au Niger, qui, je peux vous répéter, j'ai appris la valeur de l'accueil, j'ai appris la valeur de la solidarité que les Nigériens ont donnée aux beaucoup de réfugiés maliens et nigériens à Difa et à Tillabéri. Toutes ces deux personnalités ont en effet collaboré par le passé avec le président de la République. Aujourd'hui, elles sont allées aussi lui témoigner toute leur gratitude pour l'accueil, l'attention et la considération dont elles ont bénéficié pendant leur séjour dans notre pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a aussi accordé cet après-midi une série d'audiences à son cabinet. Il s'agit de Ahmed Ali Surohe, ambassadeur de Pakistan, et Madame Johel Dehas, représentante résidente de la Banque mondiale au Niger. Résumé, Oumojemila Moudanchourou et Lawali Yahya. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou s'est d'abord entretenu avec l'ambassadeur du Pakistan au Niger, Ahmed Ali Sirohe. Au centre de leur discussion, le potentiel d'échange industriel et le partenariat sur le plan de l'éducation et de la santé entre le Niger et le Pakistan. Health, education, industry. Donc nous avons, au cours de cette audience avec le Premier ministre, parlé du domaine d'investissement et dans plusieurs secteurs, donc, notamment l'agriculture, l'irrigation, les produits pharmaceutiques, l'industrie, les cures et peaux. En dehors de ces domaines d'investissement également, donc nous avons parlé donc, de la coopération entre le Niger et le Pakistan dans le domaine de l'éducation et le domaine de la santé. Dans le domaine de l'éducation et de la santé, nous avons évoqué donc, la proposition de la création d'un corridor de santé et d'éducation Niger-Pakistan. Il s'agira d'un corridor à travers lequel un certain nombre d'universités pakistanaises vont venir s'établir ici au Niger dans ce corridor. Et parallèlement, donc, il y aura des hôpitaux spécialisés qui seront dirigés par des médecins spécialisés pakistanais qui s'implanteront également dans ce corridor-là, donc à côté donc, de ces campus, pour servir non seulement de centres hospitaliers universitaires, mais pour servir aussi d'instruments donc, dans la provision de services de soins de qualité au Niger.
La deuxième audience, le chef du gouvernement l'a accordée à Mme Joëlle Dehas, représentante résidente de la Banque mondiale au Niger. Elle a, quant à elle, félicité le Premier ministre pour sa nomination à la tête du gouvernement nigérien avant d'évoquer avec lui les questions d'intérêt et partenariat entre le Niger et son institution. Nous avons confirmé notre engagement sur le secteur de l'éducation. Nous avons un grand programme en coordination bien sûr avec tous les partenaires pour appuyer l'apprentissage, l'amélioration de l'apprentissage, de la réforme curriculaire, de la qualité de l'éducation. Et aussi nous avons un grand programme sur la santé et nutrition, la santé maternelle, reproductive et la nutrition pour améliorer la santé des jeunes enfants. Et aussi le programme de protection sociale avec le programme adaptatif filets sociaux qui a beaucoup appuyé les ménages vulnérables pendant la crise Covid-19 mais aussi pour la réponse aux inondations de 2020. Et nous avons discuté des perspectives sur aussi le développement rural et en particulier sur le secteur de l'eau et l'hydraulique. Nous avons un grand programme sur le secteur de l'eau pour appuyer tout ce qui va de l'irrigation à l'eau potable, à la gestion des ressources hydrauliques et aussi un grand programme sur le secteur de l'énergie. Et bien sûr, le grand programme du barrage Kandaji. Donc nous avons discuté comment aussi rationaliser les projets, le programme de la Banque mondiale pour assurer l'impact aussi et accélérer la mise en œuvre de toutes ces activités. Conformément aux vœux du président de la République, Mohamed Bazoum, de redonner à l'école nigérienne ses lettres de noblesse, les deux personnalités ont toutes pris l'engagement d'œuvrer pour l'atteinte de cet objectif. Autre aspect de ce journal, après le prix Mo Ibrahim et plusieurs autres distinctions internationales et nationales, l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, continue de recevoir la reconnaissance des différentes institutions de promotion des valeurs de la démocratie. Cet après-midi, il a été distingué par une organisation non gouvernementale de droit canadien, African Shift Minsel Institute. C'est à travers une visioconférence animée depuis Washington aux États-Unis d'Amérique. Compte rendu Abdelaziz Issaka et Hamidou Abdoulaye. Il y a une vie après la présidence. Cette expression, aux yeux de presque tous les observateurs de la vie politique africaine, est parfaitement incarnée par l'ex-président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Homme d'État charismatique et fidèle à ses engagements, Issoufou Mahamadou l'a été pendant les 10 ans qu'il a gouverné le Niger et dans le respect total des valeurs de démocratie. C'est ce comportement que l'organisation non gouvernementale canadienne African Shift Mindset Institute a tenu à célébrer à travers cette cérémonie de distinction par visioconférence, à laquelle Issoufou Mahamadou est représenté par Fumako Gado. Monsieur le Président a marqué l'histoire de la politique en Afrique en contribuant non seulement à l'avancement de la démocratie dans notre continent, mais aussi à servir d'exemple de chiffre à faire dans la gestion de nos pays. Il a haussé son pays au rang des pays démocratiques, malgré les multiples défis auxquels le pays fait face. Nous voudrions rassurer Monsieur le Président Mahamadou Issoufou qu'il n'a rien à regretter car il a posé un acte noble et conséquent. Cette distinction honore Issoufou Mahamadou, mais aussi tout le peuple du Niger à travers lui. Il s'agit de la énième distinction que le président Issoufou a reçue, en tout cas ces 2 dernières années. L'avant-dernière étant, comme je le disais tout à l'heure, le prix Mo Ibrahim. Je voudrais encourager l'ONG à poursuivre ce combat pour le développement et le renforcement de la démocratie en Afrique en particulier et dans le monde de façon générale. C'est un combat noble. Nous saluons leur engagement et nous leur souhaitons plein succès. Le comportement de Issoufou Mahamadou, magnifié par son représentant, est guidé par un état d'esprit, celui de servir dans le respect et la dignité afin de promouvoir une Afrique de plus en plus émergente. Le président Issoufou, pour continuer à être utile, pour continuer à servir nos peuples, a décidé de créer une fondation et de nommer la fondation Issoufou Mahamadou. Cette fondation va être pour lui
le tremplin à travers lequel il va continuer à servir les peuples africains, avec comme objectif spécifique la promotion de la démocratie. C'est le premier thème. Ensuite, la thématique de la renaissance culturelle. Nous avons en Afrique des valeurs qu'il faut développer, tout comme nous avons des mauvaises valeurs qu'il faut combattre, parce qu'elles sont contre le développement. La troisième thématique tourne autour de la culture de la paix, parce que sans paix, sans stabilité, on ne peut pas faire le développement. Puis, le développement et la promotion du capital humain à travers l'éducation. On mettra un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille, à travers le renforcement de la santé des populations, à travers le développement de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et la dernière thématique de cette fondation portera sur le climat, autour de toutes les actions qui vont être entreprises pour la préservation de l'environnement. Voilà l'objectif désormais à quoi va se consacrer le président sortant Issoufou Mahamadou. C'est justement toutes ces valeurs que promeut Issoufou Mahamadou, parmi lesquelles le respect de la parole donnée et le dévouement à servir que l'ONG African Mindside Institute souhaite promouvoir à travers cette initiative. Demain, 30 avril, le Niger, à l'instar des autres États membres de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, célèbre la journée africaine de la prévention des risques professionnels. À cette occasion, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, Dr Ibrahim Boukari, a livré un message dans lequel il a insisté sur le contexte dans lequel se tient cette célébration. Habibou Abdraman et Nadia Maman. Impact de la COVID-19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes nationaux de sécurité et de santé au travail, c'est le thème sous lequel se tient cette journée qui célèbre l'ensemble des mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, améliorer leurs conditions afin d'atteindre le bien-être au travail, surtout dans ce contexte de crise sanitaire. En consacrant le mois d'avril de chaque année, mois de la prévention, l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, IAPRP, vise au cours du 10 mois à intensifier les activités de prévention des risques professionnels dans chaque État membre. Dans cette dynamique, nous devons davantage nous engager à poursuivre les actions de sensibilisation à travers les médias, la recherche active et la mise en quarantaine des cas contacts suspects, la prise en charge des cas positifs, ainsi que les autres mesures préconisées au niveau des entreprises. Après quoi, le ministre Ibrahim Boukari a donné les raisons du choix du thème de cette année. Le choix du thème « Impact de la COVID-19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes nationaux de sécurité et de santé au travail dans l'espace IAPRP » n'est pas fortuit. En effet, tout comme les autres pays du monde, les pays membres de l'IAPRP ont ordonné un ensemble de mesures visant à limiter la propagation de la pandémie de la COVID-19 sur leurs territoires respectifs, ce qui a eu des répercussions sur les plans social, économique, culturel et sanitaire, tant au niveau national qu'à celui des entreprises. Dès lors, les activités professionnelles des entreprises ont connu de profonds changements. Ainsi, la pandémie à la COVID-19 a accentué les missions essentielles de contrôle, de conseil, de formation, d'information et de sensibilisation des acteurs du monde du travail, dévolus au service d'inspection du travail et au service de prévention des risques professionnels de la Caisse nationale de sécurité sociale en matière de sécurité et santé au travail. Pour cela, conclut le ministre, il faudra que l'ensemble des acteurs concernés s'organisent pour travailler en synergie dans une démarche qualité ponctuée d'une évaluation régulière. Les enquêtes d'opinion
sur la Covid-19 et l'autre sur les élections de 2020 au Niger ont fait l'objet d'ateliers de restitution ce matin au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local LASDEL. Ces enquêtes s'inscrivent dans le cadre de la 8e édition des réalisations d'Agrobaromètre, un réseau panafricain et non partisan de recherche par sondage représenté au Niger par l'ASDEL. Gérard Abdelaziz et Hassan Moussa pour plus de détails. La première enquête menée par l'équipe d'Afrobaromètre au Niger, conduite par le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local LASDEL, est celle relative à la Covid-19, vaccins et restrictions des libertés. Dans ce cadre, l'équipe dirigée par le chercheur Adam Moumouni s'est entretenue avec 1199 adultes nigériens, citadins et ruraux, entre novembre et décembre 2020. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de plus ou moins 3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Plus de la moitié des Nigériens apprécient la performance gouvernementale dans la gestion de la réponse à la pandémie de Covid-19. Deuxième élément important, la majorité des citoyens déclarent ne pas faire confiance aux statistiques officielles sur la pandémie. Troisième point fort, plus de la moitié des répondants pensent que les ressources disponibles pour répondre à la pandémie ont été perdues ou volées à cause de la corruption. Autre point important, les Nigériens font plus confiance à la prière qu'au vaccin pour éradiquer la pandémie de Covid-19. Enfin, dans leur grande majorité, ils rejettent la restriction des libertés démocratiques pour faire face à la pandémie. La seconde enquête, elle porte sur la perception des élections de 2020 au Niger. Le directeur technique du LASDEL, Dr Haman Oumourou, qui l'a dirigé, a indiqué qu'elle a été menée selon 3 points d'analyse, à savoir l'inscription au fichier électoral biométrique, le caractère libre, transparent et inclusif et l'intérêt général. Les résultats de cette enquête sont édifiants. La première conclusion, c'est que la grande majorité des Nigériens ont montré leur intérêt à participer aux élections de 2020. Les enjeux étaient très nombreux, mais aussi on peut estimer que le comportement électoral ou la culture électorale des Nigériens a évolué depuis 1990. Donc beaucoup de Nigériens se sont inscrits au fichier électoral du fait des enjeux que représentaient ces élections. Ils ont souhaité avoir des élections libres, transparentes et inclusives pour le développement du pays. Et ça, c'est important. Et la plupart déclarent préférer voter pour l'intérêt général de la nation et non pour l'intérêt de leur candidat. Or, cette année, on voit que la tendance a évolué vers un intérêt général plutôt qu'un attachement à un individu. Afrobaromètre est un réseau panafricain et non partisan de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Ces 2 enquêtes ont été effectuées dans le cadre de la 8e édition 2019-2020 prévue dans une quarantaine de pays. Le gouverneur de la région de Tillabéri était hier à Terra où il a effectué une série de visites dans le cadre des activités financées par la Fondation Strong à travers l'ONG Contribution au développement rural. Le point avec Seine Soumaïl Ibrahim et Amadou Ibrahim. La première visite a été réservée au poste de contrôle entrée-est de la ville de Terra où, dans le cadre de la riposte à la pandémie Covid-19, l'ONG Contribution au développement rural CDR, soutenue par la Fondation Strom, a mis un important dispositif de dépistage et de prévention au coronavirus en place. Au niveau de Terra d'abord, nous avons constaté des tentes qui sont très bien équipées avec des matériels qui sont vraiment dans le système de prévention de Covid-19. Donc nous avons vu tous les dispositifs qui sont mis à la disposition de la population pour les mettre à l'abri
de cette pandémie. Seconde visite, l'école primaire de Finari, où, aux côtés des classes classiques, des enfants déscolarisés et non scolarisés, dont l'âge varie entre 9 ans et 12 ans, ont leur classe spéciale, c'est l'école passerelle ou de seconde chance. Nous sommes très édifiés. C'est des jeunes scolarisés et non scolarisés qui ont été récupérés par ce projet et qui reçoivent des enseignements qui ont presque les mêmes niveaux avec ce qui se passe au niveau primaire. Et j'espère que ces enfants ont beaucoup de chances de réussir. Et ces enfants, après leur réussite, seront reversés encore dans le collège pour poursuivre leurs études. J'espère que c'est un bel exemple qu'il faut copier par tous les projets qui sont dans ce domaine de l'éducation. Et vraiment, je suis très satisfait de cette visite que nous venons de mener avec les responsables de l'ONG CEDER. Et je les encourage à persévérer dans ce sens pour que véritablement nous puissions gagner le pari et relever les défis. C'était également une occasion pour le gouverneur Ibrahim Tijani Kachala de s'entretenir avec les populations de Finari et leur transmettre les salutations des plus hautes autorités du pays. Tendance au Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 29 avril 2021 se présentent comme suit. 2 nouveaux cas positifs de sexe féminin notifiés, tous chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage sur 277 tests réalisés à la Covid-19. Ces 2 cas positifs proviennent de la région de Niamey. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 98 511 personnes testées, 5 226 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 851 guéris, 191 décès, 184 cas actifs, 52 en hospitalisation, dont aucun en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique, et à se vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La suite de cette édition, l'agence turque de coopération et de coordination TICA a organisé hier à l'orphelinat de Saga une rupture de jeunes couplés à la remise de vivres et de kits scolaires aux pensionnaires de cet orphelinat. Une action de solidarité qui entre dans le cadre du programme Ramadan de la TICA et vise à redonner un réconfort moral aux jeunes orphelins. Compte rendu Hassimi Abdoulaye et Suleiman Boubacar. En ce mois béni de Ramadan, les responsables de la TICA ont décidé de jouer les nounous avec les enfants de l'orphelinat de Saga. Ils ont en effet endossé leur costume de père pour mettre à leur disposition des vivres, des kits scolaires et vestimentaires et surtout des balançoires et un toboggan pour meubler l'espace de jeu de ces enfants. En tête de proue, l'ambassadeur de Turquie au Niger, Mustafa Türker Ari, s'est assuré que tous les enfants soient servis avant de se mettre à table avec les responsables du centre, les chefs coutumiers et religieux du quartier Saga. Je suis très heureux d'être avec vous, parmi vous ce soir, ce mois béni de Ramadan. Cette année, vous avez reçu vos kits de Ramadan. Ces kits viennent du fond du cœur du peuple turc, parce que la Turquie considère le Niger, le peuple nigérien, des amis, des frères. C'est pour cela, chaque année, le peuple turc, y compris les ONG turques, offre le programme de Ramadan, pas seulement à Niamey, mais
dans toutes les régions du Niger. Une action saluée par le directeur de l'orphelinat qui a également rappelé les nombreuses actions de la TICA à leur endroit. L'orphelinat de Saga accueille 120 orphelins, tous scolarisés, dont 22 qui sont hébergés. Les autres qui passent la journée et rentrent le soir faute d'infrastructures. L'ONG TICA est une organisation turque dont les réalisations ne sont plus à démontrer aujourd'hui. C'est le lieu d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, dont la générosité légendaire n'a jamais fait défaut. La représentante de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Muzanatou Mareni, au nom des autorités nigériennes, a remercié la TICA pour cette action louable en faveur des enfants qui en ont tant besoin. À travers cette action louable, la TICA a réussi son pari, celui de redonner un tant soit peu de la joie et le bonheur à tous ses enfants. Le volet reportage de cette édition nous amène dans la région d'Agadez où une de nos équipes s'est intéressée à la consommation du moringa en cette période de Ramadan. Les vertus de cette plante au micro de Assadek Al-Gabit. Notons que le moringa est extrêmement riche en minéraux comme le calcium, le potassium, le fer et le magnésium. Il est aussi riche en vitamines A, C et E, ainsi que doté de protéines de très bonne qualité et des antioxydants. C'est dire qu'en réalité, le moringa ou el maca ou encore zogale renferme plusieurs bienfaits dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Ainsi, pour bénéficier de tous ces avantages, les jeûneurs agadésiens se bousculent sur les différents marchés afin de se procurer de cet aliment qui n'est plus à présenter et dont l'on ne s'en lasse guère d'en consommer, surtout en ce mois béni de Ramadan. Le moringa est très consommé en cette période de Ramadan de par ses vertus à l'organisme humain. Du fait de sa forte demande, les prix du moringa frais, recherchés pour ses feuilles succulentes, ont augmenté sur le marché. Mon impression est que le moringa est vendu cher au marché. Le petit tas est vendu à 500 francs. En cette période de jeûne, vraiment nous rappelons les commerçants à diminuer les prix. Avant, nous payions l'État à 200 voire 250 francs. Maintenant, c'est à 500 francs CFA. Si tu as une famille où il y a plus de 10 enfants, 2 tas de moringa frais ne peuvent vous suffire. Cet état de fait est la résultante de plusieurs facteurs, selon ce vendeur de moringa. Le moringa nous provient des jardins des environs de Dapaga et Alexis. Cette année, la demande est plus forte que l'offre, expliquant du coup sa cherté. Le tas est vendu à 500 francs, voire 600 francs. Il faut donc encourager la production à longue échelle du moringa au regard de ses multiples vertus, particulièrement le renforcement de la santé des consommateurs. Cela dit, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, un forum a été organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Le thème retenu pour l'édition 2021 est accroître la mobilisation et l'adhésion des populations à l'initiative Zéro Palu. Je m'engage, tirer un trait sur le paludisme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, avancées, défis et perspectives au Niger. Compte rendu, Jamila Amadou et Imran Boubacar Maïga. Toutes les 2 minutes, des enfants meurent du paludisme dans le monde selon les statistiques de l'OMS. Conscients de cette douloureuse réalité, les cadres de la santé se sont réunis pour lutter contre la source de cette mortalité infantile. En 2011, la déclaration de politique générale du gouvernement, nous avons vu le paludisme être inscrit comme problème de santé publique au Niger. Ça, c'était une première. Et cela s'est traduit par l'engagement
des plus hauts responsables de ce pays, notamment le président de la République, Alhaji Mahamadou Issoufou, qui s'est engagé personnellement dans la lutte contre le paludisme et qui s'est vu décerner d'ailleurs le titre de champion de la lutte contre le paludisme en Afrique. Les partenaires techniques et financiers de l'État se sont aussi résolument engagés dans le combat contre le paludisme. Les États-Unis soutiennent le ministère de la Santé publique du Niger dans sa lutte contre le paludisme à travers deux activités, le PMI et le Fonds mondial. Nous soutenons pleinement l'objectif du ministère de la Santé publique de réduire de 40% la mortalité liée au paludisme. La tendance de l'évolution des cas et des décès. Donc ce sont les deux indicateurs que nous utilisons. Et vous avez déjà suivi, professeur Eric, docteur Adiza, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en termes de lutte contre le paludisme, mais il y a beaucoup de progrès qui restent à faire encore. Beaucoup reste à faire au niveau institutionnel et communautaire pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Nous sommes au niveau du suivi stratégique citoyen des politiques de santé. Nous savons tous que nous avons des ressources limitées pour la lutte contre le paludisme. Et il va falloir alors mettre en place un mécanisme qui va améliorer la redevabilité des preneurs de décisions envers les communautés. Un témoignage officiel de satisfaction a été décerné à l'ancienne première dame du Niger, Hajia Aïssata Issoufou, marraine de lutte contre le paludisme à travers sa fondation Gouri Vimeur pour son engagement et sa contribution active à la lutte contre le paludisme au Niger. Elle a lancé durant son mandat toutes les activités de la Journée mondiale de paludisme, a officiellement lancé plusieurs campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier. En marge de cette conférence, elle et Roll Malaria ainsi que ses partenaires ont lancé l'initiative de l'élimination du paludisme dans la région du Sahel. La représentante de la première dame, Mme Bazoum Hajia Mabrouk, devrait par la suite réaffirmer tout le soutien des autorités du Niger, notamment en ce qui concerne la prise en charge et la prévention du paludisme au Niger. Elle félicite le programme, elle félicite le ministère de la Santé, elle confirme sa activité à vous accompagner, comme l'a fait Hajia Aïssata Issoufou Mahamadou. Elle n'est pas ici aujourd'hui, mais en tout cas, elle sera là partout où vous ferez appel à elle. Pour les participants à ce forum, les institutions nationales et internationales doivent s'engager davantage en cette noble action de lutte. L'implication de la communauté dans la réduction du taux de paludisme, surtout en ce temps de pandémie mondiale de la COVID-19, est important. Tenu ce matin d'un forum national sur la revue nationale volontaire sur les objectifs du développement durable, un exercice qui s'inscrit du programme de l'examen du programme de développement durable dénommé Agenda 2030 au titre du Forum politique de haut niveau pour le développement durable. Il est organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Compte rendu Mariam Keta et Hamidou Abdoulaye. Le troisième du genre, cette revue nationale volontaire, objet du présent forum, offre l'occasion au Niger de capitaliser une expérience certaine et s'appuyer sur les leçons apprises dans les deux précédentes présentations sur les objectifs du développement durable. À travers les 3 éditions de la revue nationale volontaire du Niger, seuls 2 objectifs de développement durable ont fait l'objet d'un rapportage continu. C'était l'ODD 12 sur la consommation et la production responsable et l'ODD 17 sur le partenariat. Deuxièmement, seule la seconde édition de la revue nationale volontaire a traité de l'ODD 5 sur l'égalité entre les sexes. Enfin, l'édition 2021 de la revue nationale volontaire pourrait prendre plus en compte l'accès aux services sociaux de base, car elle se doit de rapporter sur l'éducation, l'ODD 4, l'eau et l'assainissement, l'ODD 6, et l'énergie, l'ODD 7.
Le relèvement durable et l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 exigent une mutualisation des efforts sans précédent afin de vaincre les défis sanitaires, économiques, sécuritaires et climatiques auxquels fait face le pays. Au regard des enjeux de la présente rencontre, le choix du thème de cette édition n'est donc pas fortuit. Le forum de cette année porte sur le thème « Relèvement durable et résilient de la pandémie Covid-19 » qui promeut les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable, construire une voie inclusive et efficace pour la réalisation du programme 2030 dans le contexte de la décennie d'action et livraison pour le développement durable. Cette thématique concerne 9 des 17 ODD du programme 2030. Le rapport soumis à votre appréciation fait ressortir les principaux messages et les suivants. Le processus d'élaboration du rapport a été participatif et inclusif. Le Niger a réalisé d'importants progrès de 2015 à 2020 dans l'atteinte des principaux ODD. La décennie d'action 2020-2030 pour l'accélération des ODD cible la promotion d'une bonne gouvernance politique et économique et la refonte du système éducatif dans l'optique de faire des actifs démographiques des dividendes économiques. 5 panels sont prévus en marge de ce forum sur des thématiques aussi riches que variées pour les 2 jours retenus pour ce forum. L'actualité dans nos régions, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement a lancé officiellement hier à Dosso les travaux de l'atelier de vulgarisation du guide d'élaboration du plan d'aménagement et de gestion des sites restaurés. Précision Issa Saleh et Habibou Garba. Plusieurs interventions ont été prononcées au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier de vulgarisation du guide d'élaboration du plan d'aménagement et de gestion des sites restaurés. Au secrétaire général de la région de Dosso de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants, puis ressortir la superficie des terres dégradées récupérées. Au cours des 10 dernières années, une superficie moyenne de 4300 hectares de terres dégradées et récupérées annuellement dans notre région grâce à l'appui de l'État et ses partenaires. Ces superficies, outre les bénéfices écologiques, elles procurent des avantages économiques et sociaux considérables. Cet outil dont le présent atelier lance la vulgarisation sera d'un grand apport pour la pérennisation des acquis et l'optimisation des bénéfices tirés des activités de restauration des terres. Quant au coordonnateur national du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques, PASEC, il a dans son intervention souligné l'importance de la gestion des sites restaurés dans notre pays. Au Niger, la gestion des sites restaurés constitue une problématique majeure pour la pérennisation des services qui leur sont associés. Face à cette situation et compte tenu de l'ambition principale du PASEC, est importante de contribuer à la restauration d'environ 100 000 hectares de terres dégradées en appui aux communes et communautés bénéficiaires. C'est tout à fait logique de financer l'élaboration d'un manuel d'aménagement et de gestion des sites restaurés. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification qui lançait officiellement les travaux du dit atelier a dit que le processus qui nous réunit constitue un cadre adéquat de partage. Notre pays est très concerné par la dégradation des écosystèmes, la désertification, les changements climatiques. Se doit de mobiliser tous les acteurs en vue d'inverser la tendance à cette dégradation, auquel les plus hautes autorités attachent du prix, au premier rang desquelles son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Soulignons enfin que l'objectif visé à travers cette rencontre est de procéder au lancement de la vulgarisation du manuel d'aménagement et de gestion des sites restaurés dans la perspective de mettre en place les conditions optimales d'une durabilité d'action et de mobilisation des acteurs œuvrant dans la restauration des terres.
Le gouverneur de la région de Tillabéri était hier à Terra où il a visité la nouvelle préfecture du dit département. Le point de ce périple avec Seine Soumaïl Ibrahim et Amadou Ibrahim. C'est avec les honneurs militaires que le préfet du département de Terra, entouré de ses plus proches collaborateurs, avait accueilli le gouverneur de la région. Un déplacement à Terra de Ibrahim Tijani Kachala pour visiter la nouvelle préfecture construite sous fonds propres de l'État. Nous sommes venus effectivement encourager les agents du fait que toutes les conditions de travail sont réunies, qu'ils se remettent au travail. Et demander également au préfet, garant des intérêts de l'État, de veiller à ce que ces bâtiments soient très bien entretenus. Longtemps délabré et en état de détérioration avancée, la dernière saison des pluies et le poids de l'âge ont eu raison de l'ancien bâtiment. L'ancien bâtiment était un bâtiment colonial, vétuste, délabré, complètement détérioré. Face à cette situation, le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, a financé la construction de cette nouvelle préfecture pour vraiment mettre dans les meilleures conditions de travail le représentant de l'État. L'ancien bâtiment est désormais laissé aux oubliettes, place maintenant au travail dans les conditions les meilleures pour le personnel de la préfecture de Terra. Ouverture ce matin à Zender des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs humanitaires du projet Spotlight sur la violence basée sur le genre. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé les travaux de cet atelier. Détail Hawa Wali et Maman Ousmane. Le présent atelier entre dans le cadre des activités du projet Spotlight exécuté par l'ONG Action pour le bien-être sur le fonds de l'UNFPA en collaboration avec la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Rencontre d'échange avec les partenaires sur les questions de violences basées sur les genres qui constituent une violation réelle des droits de l'homme. Et c'est dans le cadre de la lutte contre ce fléau qu'a été mis en œuvre le projet Spotlight dans 4 régions du Niger, dont la région des Zender. Parmi les intervenants dans le cadre de ce projet à Zender figure notre ONG Action pour le bien-être dénommée APBE, qui, avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, va assurer la mise en œuvre des piliers, offre des services et la gestion des données dans les 75 villages répartis dans 15 cantons. Dans les discours d'ouverture qu'il a prononcé à cette occasion, le secrétaire général de la région des Zender, Harou Maman, a souligné que le dispositif Spotlight, financé par l'UNFPA et mis en œuvre par l'APBE, met un accent particulier sur l'implication affective et le leadership des chefs traditionnels dans 15 communes de la région du Zender, et cela à travers une chaîne composée de 15 chefs de canton, 15 points focaux cantonaux, 76 chefs de village, 150 relais communautaires en association avec les services de l'État qui sont la santé, les brigades de police et celles de la gendarmerie sous le leadership de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. L'État, les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales nationales et internationales ont mené plusieurs actions, tant dans le domaine de la prévention que celui de la prise en charge. Je puis vous assurer que le phénomène de violence basé sur le genre constitue une préoccupation majeure des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre pays s'est doté d'une stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre et de son plan d'action. Ainsi, les activités du présent projet viennent donc appuyer les dispositifs étatiques déjà mis en œuvre par le gouvernement suivant une approche communautaire et inclusive dans les départements de Tanout, Magaria, Myria, Gouré, Dungas ainsi que la ville de Zender. Harou Maman a, au terme de son intervention, invité tous les participants à prêter une attention soutenue aux communications qui leur seront dispensées au cours de cet atelier.
Le premier vice-président du conseil régional de Tillabéri a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux de la caravane de promotion des produits locaux transformés du Niger. Le point avec Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Cette première édition de la caravane de promotion des produits locaux du Niger, dénommée Arzikin Karkara, initiée par AgriFocus en collaboration avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N, permettra d'identifier les 10 produits phares de la région de Tillabéri pour en faire la promotion au niveau national et international. Il est à rappeler que AgriFocus, dans le cadre de ses activités, fait de la promotion de l'entrepreneuriat agricole l'une de ses priorités dans un service agro-business. AgriFocus est un réseau qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour mettre l'agribusiness au service du développement à travers une approche entrepreneuriale innovante et inclusive. C'est dans cette dynamique que le réseau a réalisé plusieurs actions en faveur de la promotion de cette alimentation saine, de qualité et durable au Niger. Avec sa campagne Je mange local et toi, sa semaine d'activisme pour la consommation des produits locaux, ses conférences, ses pop-up markets et la certification des produits, le réseau est une référence nationale en tant qu'acteur incontournable dans la promotion des produits locaux du Niger. Initiative saluée par le préfet du département de Tillabéri, Tanimoun Hawa et Moussa Douma, vice-maire de la commune, avant de réitérer leur reconnaissance et leur gratitude à AgriFocus qui œuvre aux côtés de l'État. En ouvrant les travaux, le premier vice-président du conseil régional, Issou Boubacar, s'est appesanti sur le bien fondé de cette caravane. Les objectifs de cette caravane cadrent parfaitement avec le programme de la Renaissance du Niger à travers l'initiative 3N qui est un véritable outil de développement agricole de notre pays qui vise la satisfaction des besoins alimentaires de la population, le développement économique et social et la réduction de la pauvreté au Niger. Ainsi, pour la région de Tillabéri, les efforts des autorités régionales, communales s'inscrivent dans l'atteinte de l'objectif des autorités de la 7e République qui est zéro importation de riz d'ici 2023. Il a enfin exhorté les participants à faire le bon choix des 10 meilleurs produits phares de la région. Et enfin, la Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage loto Balsa 590 dénommé Gomni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice.